Bonjour, ici François Tadei des Productions 640 KB. Bienvenue à cette nouvelle saison de Micro.info. En 2003, nous faisons peau neuve, donc nouveau studio, nouvelle ambiance qui, on l'espère, vous plaira. Pour l'édition du 3 février 2003, au cours du segment technique, il sera question du fameux tablette PC, de logiciels pour enfants, de logiciels pour DJ, ainsi que d'Internet. On commence ce segment technique à l'instant avec Audrey Miller. Il y a quelques mois, vous avez présenté à cette émission des titres de la collection Frankie. Eh bien, 4 nouveaux titres sont disponibles et pour en parler, on est avec Audrey Miller. Bonjour Audrey. Bonjour François. Alors, ces nouveaux titres sont quelque peu différents là, des précédents au niveau de la pédagogie, hein? Oui, c'est ça. Les 3 premiers titres qu'on avait eus s'adressaient en général aux enfants de 5 à 8 ans. Ils abordaient des thèmes très précis. Donc, on avait les animaux, l'histoire et les cultures et les langues. Tandis que cette fois-ci, on arrive avec une collection qui suit un peu plus le programme scolaire des enfants de 3 à 8 ans. Donc, 4 titres pour 4 groupes d'âge. Et au début, on doit s'identifier et suivre un petit quiz. Là. En quoi ça consiste tout ça? En fait, c'est que ces 4 titres-là ont été bâtis en suivant la théorie des intelligences multiples. Donc, on s'est basé sur le fait qu'il existait plusieurs façons d'apprendre chez les jeunes. Donc, il y a des enfants qui sont plus sportifs, d'autres qui sont plus sociaux, d'autres qui aiment les histoires, les lettres et tout ça. Donc, c'est des façons différentes d'apprendre, mais qui mènent quand même à un apprentissage qui est efficace. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, on est identifié à un des personnages de la série Frankie. Et ça, qu'est-ce que ça change au niveau des produits comme tels? Est-ce qu'on a des activités différentes ou des façons de faire les activités qui sont différentes? En fait, les 10 questions auxquelles on répond au début pour identifier avec quel type d'apprentissage on va être le mieux, ça influence pas vraiment le cours du jeu, des activités comme telles. Là où ça influence, c'est au niveau de l'aide. Alors, si jamais l'enfant bloque sur un concept, par exemple une addition, le cycle des arbres, par exemple, le module d'aide va l'aider en fonction de ce qu'il a déterminé au début. Donc, ça va être différent pour chacun. Et puis, ça va l'aider vraiment, lui, personnellement, à comprendre comme il faut. D'accord. Si on commence avec, par exemple, un des premiers titres de cette collection-là, c'est Frankie, les bébés animaux. Et là, on voit tout de suite, bon, 3 à 5 ans, donc on limite l'âge tout de suite en partant. Est-ce que au niveau du design, ça a été fait pour que ce soit simple aussi? Oui, c'est très simple. Donc, nos 3 à 5 ans qui commencent tranquillement la maternelle, comme je disais, c'est très collé sur le programme scolaire. Donc là, à cet âge-là, on commence à découvrir les formes, les couleurs, les grosseurs, un peu toute la base, là, commencer à reconnaître des lettres et tout ça. Donc, c'est très bien exploité dans ce titre-là. Le but, en fait, c'est une espèce de programme d'adoption de bébés animaux qu'on met sur place. Alors, le jeune s'en choisit un. Là, il doit répondre à différentes questions, les petites activités, tout ça, pour gagner des objets. Par exemple, si tu prends le lapin, tu gagnes une carotte, tu gagnes une brosse. Là, tu amuses le petit animal. Puis, quand tu as suffisamment d'objets, tu lui trouves une famille d'accueil. Bon, évidemment, on va découvrir les formes, les couleurs, les chiffrettes, tout ce qui est propre là, aux enfants de 3 à 5 ans. Ouais. C'est bien fait parce qu'évidemment, on en a vu beaucoup des titres là, pour ce type d'âge-là. C'est une des classes les plus populaires. C'est bien fait. Par contre, j'ai préféré comme objectif de jeu les 2 autres parce que celui-là, on n'a pas vraiment de but à part que d'apprivoiser chacun des animaux finalement. Le deuxième, lui, c'est la course de voiture pour les 5 à 6 ans. Donc, ça reprend évidemment tous ces produits, la même interface, dont on est dans un environnement similaire, mais les activités sont tout à fait différentes. C'est ça. On reconnaît toujours nos personnages, le même style de graphisme et tout ça, mais là, on arrive, maternelle, première année, c'est un peu plus poussé déjà. On va arriver des mots, on va arriver des choses plus complexes, des séquences logiques, mathématiques et tout ça. Et le cadre dans lequel ça se passe, c'est une course de voiture. Donc, tout le long, au début, les activités, ça vise à amasser des différents, ils appellent ça des super pouvoirs pour décorer l'auto. Parce qu'au bout du jeu, en fait, quand on a ramassé suffisamment de super pouvoirs, on a une course avec différentes pistes qu'on peut essayer. Ça se joue à 1 ou à 2. Donc, ce que j'aime bien dans ce titre-là, comme dans l'autre qu'on va voir après,
c'est que les activités, on les fait pour un but, c'est qu'à la fin, on a une série de courses qu'on peut faire et refaire. C'est plus ludique qu'éducatif à la fin. Mais ça va d'ailleurs été une force là, de la première série de Frankie. On avait toujours des récompenses. Dans la première série, c'était des autocollants, des activités imprimées. Et là, ben, c'est des jeux, tout simplement. C'est ça, il y a toujours un objectif. Je présume que pour l'autre titre qui s'appelle le tournée des scooters pour 6 à 7 ans, eh bien, il y a quelque chose avec les scooters en prime à la fin? Oui, c'est exactement ça. Ce que je déplore peut-être dans celui-là, c'est qu'il ressemble, le principe est à peu près le même que celui de la course de voiture. C'est une course, mais là, de scooter. Donc, tout le long, on fait des activités pédagogiques pour amasser des objets pour décorer notre scooter, pour le faire aller plus vite que les autres, pour sauter les obstacles. Et on peut créer nos pistes et à la fin, on a plusieurs pistes de course. On peut jouer à 1 ou à 2, puis c'est un peu le même principe. C'est un thème différent, j'ai trouvé, c'est pour les plus vieux un peu. Personnellement, j'ai trouvé que les activités étaient plus variées dans celui-là comparativement aux autres. Ce qu'on peut résumer peut-être de la collection, c'est que c'est des activités extrêmement répétitives. Je sais que, bon, des enfants en bas âge, la répétition, c'est pas grave, ils aiment ça, eux, ils carburent à ça. Tout ça, peut-être que, rendu à 6-7 ans, ça va peut-être être un peu long et ardu. C'est pour ça que les activités sont plus variées. Parce que l'autre titre qu'on ne présentera pas, qui est tout récemment disponible sur les tablettes, c'est pour encore les plus vieux. Et là, évidemment, ça perd peut-être un peu de sa pertinence et de son goût à ce moment-là. Hein. Oui, ben, il est plus pour les 7-8 ans, je dirais. C'est une espèce d'aventure, énigme, mystère, donc j'espère que c'est peut-être moins répétitif. Et là, tu vas te parler un petit peu de l'école branchée. Le numéro de février et mars 2003 vient tout juste de paraître. C'est tout chaud, tout frais. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent sur cette édition-là? Cette édition-là est plus familiale que jamais. Alors, on choisit notre camp d'été. Oui, il fait moins 40 présentement, mais nous, on pense déjà à l'été parce que c'est le temps février-mars pour les parents de choisir, de réserver les places de leur enfant. Donc, comment faire en sorte que le camp qu'on va choisir pour notre enfant soit l'idéal, qu'il va s'amuser, puis qu'il va vouloir y retourner l'année prochaine. Donc, c'est parfait pour nous. Toujours avec des liens web pour en savoir plus, l'association des camps, tout ça. Vous allez pouvoir avoir une tonne d'informations grâce à ça. Et l'autre grand dossier, c'est le départ en appartement. Quand on arrive le temps du cégep et tout ça, c'est le temps de penser à partir en appartement, particulièrement pour les jeunes qui habitent en région et pas dans les grands centres. Donc, comment choisir comment s'installer correctement? C'est quoi, les meubles de base et tout ça. Bien, merci beaucoup, Audrey. De rien. Maintenant, nous, on vous présente un reportage qu'on a tourné avec Danny Soyer qui va nous faire un petit retour sur l'année 2002 qui a été sur Internet. Danny Soyer, bonjour. Bonjour, François. Alors, il est temps de voir si tes prédictions de l'année 2002 se sont révélées vraies sur Internet. Alors, comment a été cette année? Ben, ça a été une bonne année, l'année 2002. Ça a pas été il n'y a pas eu des gros changements en termes de contenu. C'est plus au niveau des infrastructures, je crois qu'on a vu des choses bouger un petit peu plus. Si on regarde un petit peu qu'est-ce que j'avais écrit, qu'est-ce que j'avais prédit à ton émission en 2002, j'avais parlé surtout de 4 choses. On avait parlé de micro-paiements pour essayer de parer au piratage de logiciels et de disques audio et de disques vidéo avec les logiciels peer-to-peer. Moi, j'avais dit, ben peut-être qu'on devrait commencer à réévaluer comment on fait notre économie. On devrait y aller plus en micro-paiement, dire, tu veux acheter un CD, ben tu l'achètes 50 sous, il t'appartient, puis là, si tout le monde sur la planète fait la même chose, c'est comme ça que les artistes auront leur argent. Ça s'est pas matérialisé. C'est certain que c'est une grosse économie, c'est les grosses compagnies, sont peut-être pas encore rendues là. C'est peut-être une prédiction qui serait bonne en 2008. Moi, j'y tiens, donc si tu me demandes pour 2003, ben peut-être c'est quelque chose qui va arriver, mais les micro-paiements, moi j'y crois, puis ça pourrait arriver. Tu avais parlé aussi que les sites personnels referaient resurgence, mais ça s'est fait, mais d'une façon différente. Tout à fait. Moi, j'avais cru que avec les immenses portails qui licenciaient plein de monde, on allait voir des sites web faits par des individus, tout à fait dans le privé, dire bon ben moi ça me tente de faire un site sur les tondeuses que j'avais. En 2002 j'avais dit je fais mon site sur les tondeuses, toutes les marques de tondeuses, puis moi j'aime les tondeuses, je parle des tondeuses. Alors moi c'est ce que j'avais prédit, qu'en 2002 on allait avoir beaucoup de sites personnels. Ça s'est fait, mais d'une autre façon. On a eu des nouvelles tendances comme le blog qui est arrivé. Le blog, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui crée un site personnel dans lequel il marque ses opinions, ses pensées, ses citations du jour, puis les gens qui le visitent vont aller complémenter ça, vont être d'accord, pas d'accord. Et il y a beaucoup de sites comme ça, comme Slashdot, qui est un site, on parle techno. Slashdot est un peu comme ça. Il y a quelqu'un qui publie une nouvelle, et puis là, les internautes de la planète vont aller commenter ce qui se passe. Il y a des sites comme .qc.ca exactement qui sont comme ça.
Pendant les grèves, on s'en parlait tout à l'heure, lorsqu'il y a eu la grève de Vidéotron, Radio-Canada, il y a des blogs qui sont arrivés justement où c'était des sites qui étaient animés par des internautes. Alors, c'était pas les grands portails qui étaient au contrôle de ça, mais bien des internautes. Alors, puis même le forum de micro.info, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et c'est intéressant d'y aller. On va pas visiter un grand portail corporatif, on va visiter une communauté d'utilisateurs. Alors, la tendance a été bonne en 2002. Je crois que ma prédiction, elle était bonne. Ainsi que celle sur le sans-fil. Hein, les ventes de sans-fil ont explosé. Donc, l'Internet sans fil, c'est une réalité. Ça va même aller plus loin. On va en parler tout à l'heure en 2003. Ben oui, c'est assez amusant parce que je regardais ce que j'avais dit au début de 2002, puis je parlais justement des routeurs sans fil que à $300, c'était une aubaine d'avoir un routeur sans fil et qu'à cause de ça, ça allait exploser. Ben effectivement, écoutez, aujourd'hui, on peut avoir un excellent produit, un excellent routeur sans fil entre 100 et $150. Alors, les prix baissent et justement, les gens ont plus qu'un ordinateur dans la maison. Effectivement, il y a la console de jeu qui peut être branchée également au réseau du domicile. Il y a le phénomène des portables, mais également le sans-fil public dans les grandes villes. Donner un exemple, New York a sorti une bulle, parce que maintenant aux États-Unis, ils appellent ça des bulles sans fil, où on rentre dans une bulle puis on peut se brancher Internet tout à fait gratuitement. À New York, c'est la même chose. On en a dans Central Park, on en a au musée contemporain, on en a un petit peu partout. Et dans plusieurs villes, il y a également des petites business comme des cafés, j'imagine Starbucks aux États-Unis, qui ont commencé à installer des antennes sans fil à l'intérieur de leur café pour les clients. Les aéroports, les gros aéroports américains, Denver, Chicago, je crois que c'est LaGuardia également, offrent des zones sans fil. Donc, on va voir ça de plus en plus, les zones sans fil, puis on va s'en parler pour 2003, qu'est-ce qui va arriver. Donc, encore une fois, c'était la bonne prédiction. On va faire tes prédictions 2003 dans quelques instants. Excellent, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Peu avant Noël, Bill Gates prédisait la mort du PC tel qu'on le connaît aujourd'hui au profit des tablettes PC. Évidemment, en 2003, des tablettes PC, il s'en vendra très peu. C'est un petit segment du marché qui va se développer tranquillement. Steve Martineau a été chanceux puisqu'au cours des dernières semaines, il a pu en essayer une tablette PC. Bonjour Steve. Bonjour François. Alors, le premier commentaire que tu as eu, toi, en voyant ça, c'est « Wow, c'est intéressant, c'est nouveau et c'est vraiment... ça répond à un besoin surtout. » Effectivement, fini les claviers, fini les souris. On remplace ça par maintenant un stylet qui nous permet de faire de l'écriture manuscrite à l'aide de notre ordinateur. Donc, c'est tout à fait nouveau. Ici, bon, on a un modèle de compact dont on va parler, mais avant, là, le tablette PC comme tel, il y a deux familles, hein? Oui, il y a deux familles distinctes. Donc, on a les tablettes PC pures, donc vraiment des ordinateurs qui sont faits sous le principe d'une tablette, donc qui sont munis uniquement d'un écran tactile qu'on utilise à l'aide d'un stylet. Et puis, on retrouve également une deuxième famille qui est vraiment plus des portatifs qu'on a adaptés aux tablettes PC, donc qui nous permet de faire une rotation de l'écran et puis de l'utiliser comme un tablette PC. Parce que, bon, le modèle qu'on a ici devant nous, on peut carrément enlever l'écran de sa base et le trimbalé, Internet sans fil, ça fonctionne très bien, là. Oui, c'est vraiment le format là, qui appartient à la famille des pures tablettes. Bien sûr, c'est pas uniquement du matériel à Internet PC, c'est aussi une nouvelle version du système d'exploitation Windows XP qui est tablette édition. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire sur celui-là? Effectivement, comme tu viens de le mentionner, les tablettes PC utilisent une nouvelle technologie de Windows XP, donc qui est la version tablette, qui nous permet d'utiliser des nouvelles fonctionnalités, bon, évidemment, pour utiliser le stylet. Ensuite, on retrouve aussi des nouvelles applications telles que le Windows Journal ou aussi des applications qui nous permettent de faire des annotations directement dans les logiciels comme les logiciels de la série Office. Parce que ça, évidemment, on cible le marché professionnel en partant. Il faut le dire, c'est pas monsieur tout le monde qu'on cible tout de suite. Peut-être plus tard, ça en viendra à ça. Et les professionnels vont trouver un intérêt justement à pouvoir s'échanger des données entre tablettes PC, hein? Effectivement, avec le tablette PC, bon, on a incorporé beaucoup d'outils qui nous permettent facilement d'échanger, bon, soit les notes manuscrites ou les notes traditionnelles qu'on aurait fait, ou une combinaison des deux. Donc, vraiment, les outils sont intégrés. Puis le tablette PC là, inclut une série de logiciels, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment facile à utiliser avec le stylet.
Si on prend un exemple très simple, bon, on est dans une entreprise, 2 personnes, un patron, un employé. L'employé fait un rapport, le remet à son patron. Comment le patron va faire ses annotations? Est-ce que ça va faire un fichier supplémentaire par-dessus son fichier Word? Comment ça marche? Non, on a 2 choix à ce moment-là. Soit que, bon, si on a le Service Pack dans Office d'installer, on peut faire une annotation directement dans le document Word. Donc, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un commentaire qui va être en marge de la phrase ou de l'expression qu'on veut modifier. Ou on l'importe à travers le Windows Journal, et puis à ce moment-là, on va pouvoir faire des annotations directement sur le document. À ce moment-là, par contre, on a modifié le document et puis on va générer un .jnt, qui est un fichier qui va être seulement lisible à travers Windows Journal. OK. Donc, si par exemple le patron, lui, n'a pas de tablette PC, bien, ça lui prend quand même un Windows tablette PC édition pour pouvoir voir ces annotations-là. Oui et non. Maintenant, on peut, à travers les mises à jour qui sont faites automatiquement à travers l'Internet pour Microsoft, on peut faire les mises à jour et puis avoir la visionneuse Windows Journal qui va nous permettre de visualiser simplement les documents sans pouvoir les modifier. L'ordinateur que tu as ici, que tu as été prêté, c'est le Compact TC1000. Alors, c'est un modèle qui est particulier, là. Bon, au niveau de son architecture, on peut faire toutes sortes de transformations, mais si on parle peut-être à l'interne, qu'est-ce qu'on retrouve à peu près? Bien, c'est assez innovateur et puis audacieux de la part de Compact parce qu'on a muni le tablette PC d'un processeur Transmeta, donc qui est une nouvelle famille, donc un nouveau manufacturier de processeurs qui cadence ce processeur à 1 GHz. Donc, c'est assez innovateur. Mais tu as remarqué au niveau des performances que c'est pas tout à fait un GHz là, par rapport peut-être à un Pentium ou un Athlon. Effectivement, j'ai fait des tests avec Sandra Pro et puis je me suis aperçu rapidement, d'abord à l'utilisation, que les performances étaient, disons, justes. Parce qu'évidemment, on utilise Windows XP tablette PC, mais c'est comparable à Windows XP. Donc, suite à mes tests, je reviens avec une comparabilité avec un Pentium 2 400. Donc, évidemment, ceux qui possèdent un Pentium 2 400 vont vous dire que si on installe Windows XP, ça peut être assez juste. Mais ça fait quand même le travail. Oui. Il faut le dire, bon, c'est la première génération de tablette PC. Pour peut-être les 5 prochaines années, on va avoir des nouveaux processeurs. Transmeta va sortir l'Astro, Intel, les Banias, ainsi de suite. Ça va évidemment évoluer tout ça. Là. Oui, pour ce qui est de Compact, évidemment, on va introduire sûrement et puis faire évoluer des nouveaux processeurs. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres manufacturiers qui font des tablettes PC qui offrent quand même là, des processeurs plus traditionnels comme le Pentium 3. Au niveau de l'écran, c'est un écran de quelle dimension ça qu'on a? 10,4 pouces. Écran tactile, donc, qui nous permet, à l'aide du stylet, évidemment, de faire tout le travail désiré. OK. L'avantage principal, bien, c'est si on le défait de sa base, donc c'est très léger, là. C'est quelque chose qui pèse à peine rien, donc 1,3 kg environ. C'est ça, et puis évidemment, on se trouve avec quelque chose de mobile et qui prend un peu de place là, dans une mallette. Il est équipé avec toutes les connexions de base, toutes sortes de services, c'est très complet. Oui, j'ai été épaté, évidemment, on retrouve une carte réseau, un modem directement d'intégrer. On peut même avoir en option, évidemment, la possibilité d'avoir le réseau sans fil, le 802.11. On retrouve des ports USB. Évidemment, c'est assez complet comme équipement. Il ne faut pas croire qu'on va perdre là, certaines options. Par rapport à un portable. Là. Oui. Puis si on n'en a pas assez, on peut avoir une station d'accueil. Il s'en fait pour ce modèle-là. Oui, évidemment, on a un clavier qui vient avec, donc qu'on peut retirer, mais on peut faire l'acquisition d'une station d'accueil sur laquelle on va pouvoir ajouter des périphériques plus traditionnels, comme un clavier standard, une souris, un lecteur CD-ROM ou un graveur. OK. Et toi, pour ton utilisation, là, ce que tu en as fait, là, bon, tu as fait des tests, comme tu disais avec Sandra, mais dans l'ensemble, bon, on parle d'un modèle quand même de base à 2600 $ canadiens, ce qui est quand même comparable à un ordinateur portable. Oui. Puis au niveau de ce que tu as pu en retenir, est-ce que c'est quelque chose là, qui va gagner certainement en popularité, que ça va répondre à un besoin? Moi, je crois que oui. Évidemment, comme on a dit, pour le marché qui est visé, qui est celui de l'entreprise, je pense que définitivement, c'est un produit qui va être alléchant pour les gens par sa mobilité, par sa structure, évidemment, qui nous offre là, beaucoup de possibilités, surtout, évidemment, au niveau du stylet, au niveau de la manipulation des applications. Il s'avère un outil, d'après moi, qui est assez intéressant pour les gens qui veulent faire des présentations, qui veulent, évidemment, sur le champ, pouvoir consulter l'information ou de façon manuscrite, là, prendre des notes là, on the spot. Oui, parce que on se voit très bien quelqu'un dans les assurances, par exemple, qui est là, qui fait ses rapports de sinistre, tout ça. C'est très simple. Il peut même prendre la photo USB, tout brancher ça là-dedans et c'est complet. Là, donc, il peut être sur la route à journée longue. Et la batterie, d'ailleurs, étant donné que c'est un processeur faible en énergie, je présume que ça dure plus qu'un portable normal. C'est la raison qui explique le choix du processeur chez Compact. C'était pour offrir une autonomie de 4 heures, là, évidemment, au niveau du tablette PC.
OK. Donc, c'est un modèle qui t'a été prêté, on doit peut-être le mentionner, parce qu'évidemment, c'est très difficile d'en obtenir pour l'instant par une compagnie de la région de Québec. Oui, j'aimerais remercier ProContact qui ont eu la gracieuseté de nous offrir là, ce modèle-là. ProContact est un intégrateur qui offre des solutions aux entreprises. D'accord. Et on présume, bien sûr, que les entreprises, cette année, vont être sollicitées beaucoup pour voir cette possibilité de passer peut-être aux tablettes PC. Hein? Effectivement. D'accord. Ben, merci, Steve. C'est moi qui te remercie, François. Nous, maintenant, on poursuit notre reportage sur Internet avec Denis Soyer. On va voir qu'est-ce qui va se passer en 2003 selon lui. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairies spécialisées en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offre aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel camelot.ca. Informations additionnelles, Camelot Info, Montréal, Laval, Québec, www.camelot.ca. Denis Soyer, on va poursuivre avec tes prédictions pour 2003. Mais on vient de parler de tablettes PC. Et toi, tu crois que tout ce qui est portable, ça va vraiment avoir une explosion en 2003? Hein? Oh, tout à fait. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais de ce qu'on avait fait en 2002, je parlais du sans-fil. Ben, écoutez, 2003, le sans-fil va amener justement le phénomène que pour s'y brancher, ça va prendre des portables. Quand le monde va s'apercevoir qu'on peut se brancher à Internet d'un peu partout, ben le portable va être à l'honneur. Et moi, c'est ce que je crois qui va arriver en 2003. Surtout que de plus en plus, les écoles, ils vont vers des programmes portables. Je vais donner l'exemple de l'État du Maine qui, pour tous les étudiants de 6e à 12e année, on parle de l'État au complet qui sont fait équiper avec des portatifs à Apple en septembre dernier. Puis au Québec, on voit des écoles primaires, secondaires, les cégeps et les universités de plus en plus utiliser le portable justement à cause du phénomène de sans-fil. Alors moi, je vous dis que le marché du portable en 2003 va être excellent. Puis c'est ce qui va être à l'avant-front, là, ce qui va être à l'avant là, de tous les manufacturiers, ça va être le portable. Puis de moins en moins, on va voir des ventes d'ordinateurs classiques. Et la menace d'une guerre plane sur nous actuellement et le cyberterrorisme va être encore une fois sans doute à l'honneur pendant cette période-là. Oui, ça a été quand même assez calme en 2002, mais là en 2003, moi je prédis qu'il va y avoir de grosses attaques au niveau du réseau Internet. C'est un peu le talon d'Achille de l'industrie nord-américaine ou capitaliste européenne, c'est que tout passe maintenant par Internet, un réseau qui demeure quand même très ouvert est très vulnérable à des attaques. Il y a déjà dans les cercles de hackers des algorithmes de programmation qui sont omniprésents. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui va se décider de lancer ces algorithmes-là dans le monde, dans le monde en production, dans Internet. Et moi, je suis persuadé que les terroristes sont à l'affût de ça. S'ils sont pas capables de rejoindre nos terres de façon physique, ben ils vont nous attaquer de façon cybernétique. Et je crois qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer. Justement, SQL Slammer, qui est arrivé il y a une semaine de cela. On ne sait pas encore c'est qui, mais on se doute peut-être que ça pourrait être des terroristes qui auraient fait ça. Oui, d'autant plus que le code source de Windows est de plus en plus connu. Alors, les attaques vont peut-être de plus en plus sournoises aussi. Et tout à fait. Écoutez, il y a un an, François, on a volé le code source de Windows XP sur les serveurs de Microsoft. Et il y a également, ça se peut que Microsoft ait à dévoiler le code source de tous ces logiciels suite à une décision de la Cour supérieure des États-Unis dans leur procès de trademark. Alors, ça va être de plus en plus dangereux, moi, je crois, de circuler dans Internet en 2003. Une des principales nuisances qu'on a sur Internet actuellement, c'est le pluriel, donc tous ces courriels non sollicités qu'on reçoit. Et ça va continuer. Ça va falloir peut-être même s'acheter des logiciels, les installer de base sur les ordinateurs pour contrer ça un peu. Absolument. Donc, moi, j'appelle ça de la cyberschnoute. Donc, tous les fameux pluriels qui arrivent à la maison. Il y a des compagnies, il y a des fournisseurs Internet aux États-Unis qui ont fait la bonne chose, c'est qu'ils stoppent le pluriel directement à la source sur leur serveur. Pas besoin de s'installer des trucs à la maison. Ici au Québec, on est un peu moins avant-gardiste de ce côté-là. La job retombe aux usagers là, qui s'abonnent à Internet. Et effectivement, on doit, si on s'abonne pas, si on s'installe pas un logiciel qui tente de filtrer le pluriel, on est complètement envahi. Il va y avoir de la législation. Il va devoir y avoir de la législation. Aux États-Unis, il y en a déjà qui ont été votés l'année dernière, en 2002. Puis je crois que c'est quelque chose qui est à venir. Est-ce que ça va se faire en 2003? Peut-être en 2004, mais ça va être un problème qui va être encore omniprésent en 2003.
Donc, une belle année avec des problèmes en perspective à résoudre? Oui, tout à fait. Donc, je vois pas de grandes nouveautés là, qui vont venir bouleverser. C'est certain que les jeux par Internet, les jeux multi-usagers, ça va être peut-être ça la grande mode en 2003 pour les choses qui sont amusantes et sur lesquelles on va aller. Mais il risque d'y avoir peut-être plus de problèmes en 2003 côté Internet avec des attaques sur les infrastructures d'Internet. Là, pour l'Uriel, c'est une des causes qui ralentit le réseau. Il y en a tellement que si on enlevait ça, ben, le réseau nous paraîtrait quand même un peu plus rapide. Alors, mais ça devrait être une bonne année. Internet devrait être encore là au 31 décembre 2003. Je me croise les doigts. Merci, Danny. Au revoir, François. Christian Paquin nous a rejoint pour parler de l'échelle qui s'adresse surtout aux DJ, mais si vous voulez vous amuser, vous allez avoir accès à des échelles très professionnelles ici. Bonjour Christian. Bonjour François. Alors, une échelle s'appelle le Traktor DJ Studio version 2.0 de Natural Instruments. C'est un échelle qui était avant sur PC et qui maintenant est sur PC et Mac. Ça, comme on l'a dit, c'est un échelle qui est réservé à une clientèle professionnelle, mais on peut quand même s'amuser avec ça si on va investir là-dessus. Oui, c'est un logiciel évidemment qui est accessible tant au niveau du coût qu'au niveau de l'apprentissage. Au départ, c'est pas le logiciel le plus simple qu'il y a, mais il y a moyen de se faire du fun au départ sans avoir un gros tutoriel à se taper, là. Si on regarde un peu, l'interface, faut tout de suite expliquer que, parce que c'est un logiciel de DJ, on va faire des arrangements, des mix, alors on a une interface assez symétrique ici. Oui, exactement. D'un côté, on active des pièces en MP3 ou dans n'importe quel format. Donc, d'un côté, on va ouvrir des pièces comme si on plaçait des vinyles sur notre table tournante. Et de l'autre côté aussi. Donc, on prépare nos pièces et on peut, de façon symétrique, passer une pièce, activer l'autre et passer d'une pièce à l'autre comme ça. Les contrôles qu'on retrouve en haut complètement, c'est des contrôles généraux. À quoi servent-ils? Oui, en haut, effectivement, on a le contrôle du volume en général et de la balance en général, avec différents ajustements sur le tempo et ainsi de suite, qui contrôlent tout le système. On a aussi une fonction très géniale d'automatisation qui nous permet d'enregistrer toute la performance qu'on fait, de sorte qu'on peut, à la fin de la soirée, distribuer le fichier pour ceux qui ont Traktor DJ, de sorte qu'ils peuvent refaire jouer Traktor DJ. Tout est automatisé. Ou bien on peut en faire un MP3 d'origine qui va être la compilation du résultat du mix, finalement. Donc, si on livre une performance spectaculaire, les gens vont vouloir nous en disquer, on va pouvoir remettre ça avec des petites disquettes, des petits fichiers. À la limite, on pourrait envoyer un petit fichier, puis la personne pourrait refaire jouer le clip. OK. En dessous, on a des interfaces symétriques pour les deux fichiers qu'on va aller importer. Il y a beaucoup de contrôles, mais avant, en dessous, complètement, on peut aller chercher ces fichiers-là justement avec des menus de navigation. Exactement. On a une espèce de navigateur ici qui est interfacé dans le look du logiciel de Traktor, qui nous permet d'aller fouiller dans notre librairie d'MP3 et d'en sortir les pièces qu'on veut. Ces pièces-là, on les glisse tout simplement sur les tables de lecture, du côté gauche et du côté droit, pour bâtir nos listes de lecture, tout simplement, qui seront accessibles lors du jeu. Et lorsqu'on fait, par exemple, une écoute d'une de ces pièces-là, à ce moment-ci, on peut jouer avec toutes sortes de paramètres et faire une transition de l'une vers l'autre. Alors, peut-être montrer comment ça fonctionne. Exactement. Au départ, je passais le curseur. On a un curseur, évidemment, central qui rappelle les consoles de mixage, qui nous permet de choisir si on veut entendre plus le côté gauche ou plus le côté droit, donc le disque A ou le disque B. Si je fais jouer le disque A, actuellement, j'ai une boucle qui joue. Je peux ajuster le tempo, donc de la pièce, et je peux même, nouveauté dans le domaine du mixage MP3 sur Mac, scratcher, donc lancer le disque d'un côté ou lancer le disque de l'autre et embarquer la pièce où je veux. Une autre fonction vraiment très intéressante aussi, c'est celle qui consiste à identifier une boucle active dans le jeu. Donc pendant que ma pièce joue, je peux dire set in, set out, puis à ce moment-là, je vais avoir une boucle qui va se faire et qui va jouer directement là et qui va jouer toujours en boucle, qui va être prête. Et pendant ce temps-là, nous, on peut aller de l'autre côté de l'interface, faire le même genre de travail et faire le mix entre les deux. Exactement. Là, il est à noter que j'ai une carte de son qui le permet pas, mais avec une carte de son adéquate, je pourrais avoir des sorties moniteurs et des sorties dans le système de son, de sorte que je pourrais préécouter sans avoir d'incidence sur ce qui joue dans le club, par exemple, préécouter ce qui s'en vient et m'assurer que le tempo fit correctement et tout ça. Est-ce que c'est un logiciel qui est quand même accessible parce que, au départ, ça peut sembler peut-être costaud comme logiciel, mais est-ce que ça s'apprend bien?
Au départ, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'investigation à faire pour décortiquer un peu les contrôles, mais quand on se rend compte que c'est bien regroupé, on a des contrôles sur l'enveloppe, sur les aigus, les graves, et quand on commence à décortiquer un peu chacune des palettes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de boutons, mais les fonctions sont bien regroupées, et une fois qu'on a compris ce que ça fait, c'est complètement réglé, là. On peut faire ce qu'on veut, puis ça se travaille très, très bien. OK, parce que Native Instruments a été reconnu pour avoir justement dans le passé des logiciels qui étaient un petit peu ardus. On va peut-être en parler prochainement, parce que ça change un peu, hein. Ils vont sortir des versions plus légères. Oui, on en reparlera. Il y a une nouvelle approche là, de logiciels qui sont des versions un peu plus light, un peu plus légères de leurs gros logiciels, qui fonctionnent sur les mêmes engins, mais qui amènent des fonctions en avant-plan qui sont amoindries, simplifiées pour les utilisateurs qui sont pas nécessairement des gros professionnels, là. On va maintenant glisser un petit mot sur Live, qui en est à sa deuxième version, à l'échelle qu'on avait explorée l'automne dernier. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a très peu de nouveautés, mais c'est quand même un logiciel qui était très bien fait à la base, Christian. Hein? Oui, c'est ça. En fait, très peu de nouveautés palpables tout de suite comme ça. C'est des nouveautés qui améliorent la performance principalement, la stabilité. Live, des fois, nous amenait des jams, des blocages de son. Là, on avait un son strident qui apparaissait puis ça plantait. Ça arrivait rarement, mais là, ça arrive plus. C'est d'une stabilité vraiment améliorée. Et au niveau de l'interface, il y a des améliorations qui seront notables seulement par les power users, entre guillemets. Donc, des témoins qui sont plus évidents. Et surtout au niveau de l'arrangeur, entre autres des contrôles en courbe de Bézier de chacun des paramètres. Donc, au niveau du volume, supposons que je jouais par exemple avec un filtre. On se rappelle dans Live qu'on pouvait jouer dynamiquement avec les filtres et on enregistrait les mouvements de curseur dans le filtre. Donc, on peut, après coup, jouer sur ces paramètres-là en courbe de Bézier, ce qui est vraiment un ajout intéressant. Mais il faut le rappeler, Live, c'est un logiciel qui permet de travailler sur de la musique en temps réel, tout simplement. Exactement. Faire de la transposition, toutes sortes de choses intéressantes. C'est à mi-chemin entre une console de mixage et un instrument de musique. On peut vraiment jouer avec des boucles de toutes les façons possibles. C'est vraiment très intéressant. Donc, la mise à jour, bon, il est en plus 2.0, peut-être que 1.5, ça aurait été plus correct. Mais c'est tout de même le même excellent logiciel qu'on a connu. Effectivement, avec des nouveaux filtres, comme par exemple Redux, qui nous permet de couper le son par séquence, comme on entend dans certaines pièces, et des filtres qui sont améliorés. Donc, vraiment, c'est un logiciel amélioré, mais pour ceux qui auront vraiment fait le tour de la version initiale. D'accord. Merci, Christian. De rien, François. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. On plonge de sport dans le segment des jeux. Il sera question de SimCity 4, Impossible Creatures et Robin Hood sur PC, ainsi que des jeux de Getaway, Pro Race Driver et War of the Monsters sur PlayStation 2. Mais on commence sans plus tarder en vous présentant une entrevue sur Command & Conquer Generals qui sort dans quelques jours. On a rencontré Mark Skaggs de Westwood au A3. Mark Skaggs, hi. Hi. EA Pacific is working very hard on a new game in the Command & Conquer universe, but it's called Generals. What's different this time? Oh, this time, well, basically the engine's been built from scratch. We've got a whole new set of features. You go ahead and pick the general you want to take with you into battle this time, and that customizes the strategies you use throughout the missions. In what type of universe is it set? It's set in the modern day world. We've got 3 asymmetrical sides, United States, China, and the Global Liberation Army, which are the bad guys. What can you tell us about each different faction? Okay, the U.S. is all about lethal high-tech hardware. They want to send bombs and missiles, not people. China's about propaganda-driven human wave attacks. They also like to play with fire. Now, the Global Liberation Army, these guys are kind of low-tech and sneaky. They don't mind giving up their lives for the cause.
Of course, since it's an RTS, we'll see some resource management, unit building. Right. What can you tell us about this mechanics? Well, in this mechanics for the resource gathering, we actually have a different method from all the other Command & Conquers, and we have like a Chinook helicopter go out and pick up resources for the U.S., a supply truck for China, and we have a peon model for the GLA. In addition to that, we also have the concept of upgrades, which now most of the buildings and units have upgrades in it, and that allows you to customize the army you take with you into battle. And on top of all that, you get to choose the general that you take into battle, and he can dramatically change the strategies you use. What can be told about the different units? Since these are going to be more modern units, I guess you have done a little more research on them. Right. We've done some amount of research because we wanted to try to keep it feeling real, even if it wasn't real. So, for example, a lot of the U.S. units are, things right out of the U.S. military. Really cool, high-tech stuff. The GLA, on the other hand, we've had to invent some units. But while we were inventing those units, we tried to keep it feeling like it exists in the modern-day world. Since the engine was built from scratch, what was you able to do with it? Well, we built it from scratch because we needed a very, very high-performance 3D engine because we want to have this RTS game, this 3D RTS game, be about armies. We wanted to have 20, 30 tanks going at it with each other all at the same time, and so we just had to start from scratch and make something new to be able to do that. What can you tell about the different missions that we'll be able to do in the game? Okay, so there's 27 missions. Basically, it's the classic RTS missions, base building, resource gathering, commando raids. But we also have some new ones that are kind of inspired or brought over from the real world. We'll have a bombing attack in Tiananmen Square. We'll have a protect a dam from the rocket buggy so it doesn't get blown up and wash out a fishing village. We also have a mission where you protect a train track so that when the train goes across, it doesn't fall into the valley. Because you have a lot of experience in this genre, what did you do differently this time? Did you change the interface, for example? Sure. The interface is completely new. One of the big things we did with it is change it from the side to go to the bottom, and that allowed us to add a whole lot deeper functionality to it, but not make it harder to play. That sounds a little bit odd, but there's a whole series of upgrades and different ways to now control your units that makes it actually easier to play. Finally, what can be told about the multiplayer mode? Oh, multiplayer. Yeah, sure. Just like every CNC game, we got multiplayer, 8-player multiplayer. There's a whole host of new features. One of the primary ones is personal ladders. We really like that because that allows you and a collection of friends to go ahead and create your own private ladder system and compete amongst yourselves. Thank you very much, Mark. You're welcome. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. On continue à parler de jeux de stratégie, mais cette fois-ci avec Frédéric Dubois qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Alors la grosse rentrée s'est faite par SimCity 4 en janvier. Alors c'est un titre très attendu. Il livre la marchandise. Oui. Un titre vraiment impressionnant. C'est quand même une série qui ça fait une quinzaine d'années qui existe dans le monde du PC. Depuis 90 même là, que SimCity a débuté. Là, c'est issu de l'esprit de Will Wright, là, même qui a fait The Sims, le très populaire The Sims. Donc le nouveau SimCity 4 est très impressionnant. D'abord, la grosse nouveauté, c'est le système de région. Avant, on construisait une ville, on pouvait connecter certaines rues pour se relier vers d'autres cités, mais on les contrôlait pas vraiment. Maintenant, on a une région qu'on peut connecter vraiment nos villes qu'on crée. On a diverses grandeurs aussi. Si par exemple, d'ailleurs, c'est un point très important de SimCity 4, ça prend une excellente machine pour faire tourner ça correctement. C'est très, très, très détaillé. Il y a beaucoup de choses. Même quand on zoome, on peut aller voir les sims qui bougent dans notre ville. Mais par contre, c'est très lourd. Donc, un petit ordinateur a beaucoup de difficultés. Même ceux qui ont 1.4 GHz et plus peuvent éprouver certains problèmes quand on monte en quantité, quand la population devient plus importante. Et l'éditeur de terrain a été aussi revu pour faire l'environnement comme on veut. C'est beaucoup plus réaliste. On peut faire des vallées, on peut étendre les mers, on peut faire des montagnes beaucoup plus proches de ce qu'on voit dans la réalité. C'est très intéressant, c'est très dynamique. C'est un peu en 3D, mais le jeu se passe encore en 2D. C'est du 3D isométrique.
isométrique. En fait, on peut tourner autour de nos bâtiments, mais c'est toujours en 2D que tout le jeu se passe. On peut évidemment, la ville se construit sur un terrain. Mettons, on est plus limité, là, comme SimCity 2000 sur un terrain plat. La ville peut se construire dans les montagnes, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut, par exemple, c'est d'ailleurs un atout très important. Beaucoup de choses ont été simplifiées. Quand on crée les rues, par exemple, ils se créent automatiquement en faisant les terrains, sélectionner les terrains. Donc, ça simplifie beaucoup de choses de pouvoir en mettre plus. Donc, par exemple, quand on a une montagne, on veut passer un train, ben, automatiquement, le tunnel se creuse sans qu'on ait besoin de le demander. Donc, on a simplifié certaines tâches qui étaient peut-être complexes dans les versions précédentes de SimCity. Oui, c'était fastidieux, qui revenaient redondantes pour vraiment amener beaucoup d'autres éléments nouveaux. Et évidemment, bon, on a les fameuses zones résidentielles, commerciales, industrielles, mais cette fois-ci, il y a comme une peu de diversité là-dedans. Des sous-catégories, en fait, pour faciliter un peu l'émergence de notre ville. Quand on crée des secteurs, on peut choisir de faire de la basse densité, donc des faibles peuplements, ou encore aller dans du haute densité, donc des industries haute technologie, par contre, par exemple, ou de l'agriculture qui est très, très basse densité. Donc, ça amène vraiment des avantages et des désavantages. C'est sûr que ça se construit plus vite en basse densité, mais on a beaucoup moins de monde, donc c'est moins avantageux à ce moment-là. Et l'une des tâches les plus difficiles, ça demeure celle d'être le maire de cette ville et de pas s'endetter. Ça reste un jeu qui est assez difficile. Là. Ça prend quelques essais. Évidemment, au début, on dépense un peu trop rapidement. On se rend compte qu'on n'a plus d'argent, finalement. Il faut recommencer. Donc, c'est beaucoup d'essais pour finir à comprendre qu'il y a beaucoup de gestion. On a un peu de micro-gestion. Par exemple, quand on instaure une école à un endroit, on peut choisir d'abaisser ses fonds au départ parce qu'évidemment, on a une capacité de 500 élèves, mais il y a peut-être une vingtaine d'élèves à instruire. Donc, on baisse les fonds pour évidemment sauver un peu sur notre budget. Mais si par contre, le nombre d'élèves augmente et qu'on n'augmente pas notre budget en conséquence, évidemment, les professeurs peuvent sortir en grève. C'est la même chose pour les policiers et les pompiers. OK. Évidemment, une chose qui est encore nouvelle dans SimCity 4, parce que bon, depuis SimCity 3000, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, The Sims est arrivé, il a fait un succès. Exact. Donc là, on peut prendre nos fameux Sims qu'on a créés et les envoyer dans notre ville. Et si on n'a pas le jeu de The Sims, on peut créer nous-mêmes un Sims qu'on va suivre dans son évolution. Donc c'est intéressant parce que ça nous apporte des éléments pour nous guider dans notre gestion. Si par exemple, le Sims en particulier nous dit qu'il aimerait avoir plus de parcs, mais dans sa région, on peut lui installer des parcs d'amusement pour faciliter le divertissement. Il y a même une possibilité de voir le jour et la nuit, hein? Ça c'est toute Oui, tout à fait, c'est nouveau. C'est très, très beau. D'ailleurs, quand la nuit tombe, les phares des automobiles sont tous modélisés. Mais évidemment, c'est très, très gourmand, mais c'est beaucoup plus... Oui, on l'a mentionné au départ, c'est un jeu qui est excessivement gourmand. Tout à fait. La configuration de base, par exemple, là, ça ne roule pas, là, oubliez ça. Tout à fait. On parle d'un P3 500 MHz avec 128 MB de RAM. C'est injouable. Je l'ai essayé, j'ai essayé de diminuer le maximum de détails. Ça reste que c'est quand la ville devient trop grosse, on peut plus jouer, c'est trop lent. D'ailleurs, c'est peut-être un élément qu'on reproche beaucoup au jeu. On a quasiment peur de faire grossir notre ville parce que plus ça va, plus c'est complexe. Mais c'est sûr qu'on aurait peut-être dû un peu plus optimiser le jeu, mais ça reste qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Ça demande un excellent processeur, beaucoup de mémoire. Ça ne vient pas de la carte graphique. Vous aurez beau avoir une Radeon 1007 et un 1000 MHz, si vous en tirerez pas. Ça vient vraiment du processeur et de la mémoire. OK. On va parler d'un autre jeu maintenant qui est aussi sorti à peu près en même temps, qui est passé plus inaperçu. C'est Impossible Creatures. Et pourtant, c'est un jeu qui était fait par le même groupe qui a fait Homeworld, qui était un jeu quand même intéressant à l'époque. Sauf que là, le contexte est totalement différent. On est en 1937 et on incarne Rex Chance. Qui est-il? Ben, Rex Chance, c'est un personnage qui cherche son père. En fait, il n'a jamais rencontré. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre lui disant que, bon, c'est un scientifique qui s'est exilé dans les îles du Pacifique Sud afin de poursuivre ses recherches. Donc, il invite son fils à venir le rejoindre pour finalement le rencontrer et expliquer des choses. Sauf que quand Rex arrive sur les lieux, bon, il découvre le professeur Upton Julius, qui est un des collègues de son père. Mais malheureusement, il ne retrouve pas son père. Il retrouve seulement des bestioles mi-tigre, mi-scorpion qui viennent l'attaquer. Et le docteur Upton Julius, lui, qui semble très, très féroce. Donc, il doit se sauver avec la gendarme Lucy Willing qui vient l'aider avec son armée de bestioles aussi. Donc, ce que c'est Impossible Creatures, c'est qu'en fait, vous devez créer votre armée avec des animaux. Vous avez une 50aine d'animaux disponibles dans le jeu. Vous pouvez les combiner un à un. Donc, vous avez toujours, par exemple, vous pouvez mettre un tigre avec une mouche si vous voulez, garder les ailes de la mouche, garder le visage du tigre pour pouvoir attaquer. Ça doit avoir une sorte de bébête très, très, très étrange, mais pour être très, très efficace parce qu'on combine les éléments désavantageux d'un tigre ou ainsi de suite. Et comme on a vraiment une 50aine d'espèces, on peut faire des croisements quasiment infinis.
infini. Mais est-ce que c'est un jeu duquel on se tanne un petit peu? Parce qu'évidemment, l'aspect génétique est intéressant au départ, mais après, bon, c'est un jeu de stratégie. C'est une idée très, très intéressante, sauf qu'on a peut-être oublié d'en mettre un peu plus. La campagne solo est très, très bien faite. Il y a beaucoup de belles petites animations là, sous forme de bande dessinée. C'est très sombre. Beaucoup de cutscenes, des éléments qui se passent à même le moteur graphique durant la partie. Mais ensuite, c'est un petit peu vide. On a les modes skirmish, là, qu'on joue contre l'ordinateur. On peut aller jusqu'à 6 joueurs en même temps. Mais les îles, parce que ça se passe toujours dans le Pacifique, donc c'est seulement des îles, donc c'est très limité, c'est petit. Il manque un petit peu de cartes. Évidemment, c'est avec un éditeur. C'est un petit peu complexe, par contre. Si on veut créer ça nous-mêmes, on est mieux d'aller en chercher sur Internet, mais ça reste très limité. Donc, on se tente un petit peu du jeu. C'est dommage. Alors, il aurait fallu avoir peut-être un peu plus d'éléments innovateurs. C'est bien de centrer l'idée des animaux qu'on croise, mais ça aurait pris d'autres choses. Et là, on va terminer avec un jeu Robin Hood, la légende de Sherwood. Alors, ça, c'est un jeu qui rappelle un peu Commandos, par exemple, ou Desperados. Donc, un jeu dans lequel on a des petites unités qu'on va déployer et là, ils vont devoir accomplir toutes sortes de missions. Ça reste dans un style furtif. Donc, c'est sûr que Robin des Bois, lui, ne peut pas attaquer l'armée du shérif à lui seul. Donc, on doit y aller de manière très, très subtile. Attaquer un à un les gardes, cacher leur corps, un peu comme on avait dans Commandos, mais évidemment, on reprend le contexte de Robin des Bois. Donc, la façon que ça se passe, évidemment, on a la forêt de Sherwood, qui est notre quartier général. On a nos hommes qui, par exemple, peuvent préparer des flèches, de la nourriture, des filets, pour pouvoir ensuite conduire des missions, attaquer des escortes du shérif pour pouvoir les piller et finalement ramasser de l'argent pour les remettre aux pauvres. Et un petit défaut peut-être qu'on pourrait approcher tout de suite au jeu, c'est, bon, quand on regarde de haut, c'est petit, et si on veut se rapprocher, c'est pixelisé, donc peut-être un problème au niveau du zoom. Il y a 3 modes de zoom. 2 qui sont inutiles, donc il en reste un qui est vraiment médian, qui est le milieu, qui est convenable, mais si on zoome, c'est vraiment, on prend l'image et on l'étire, on voit des gros pixels, mais sinon, là, il y a beaucoup d'éléments très, très intéressants dans le jeu. D'ailleurs, le système de combat, habituellement, on clique pour attaquer l'ennemi. Mais cette fois, on peut combiner le mouvement de la souris. Donc, par exemple, on se bat à l'épée, on clique, on tient, on fait un 8, et ça va nous faire un grand effet avec l'épée. Donc, c'est beaucoup plus efficace que seulement cliquer frénétiquement sur le bouton. Mais malheureusement, ce qui est curieux, c'est quand on prend plusieurs compagnons et qu'on les fait attaquer un seul soldat, si on a le malheur de tenir le bouton et faire un mouvement, ils vont faire un grand coup d'épée, ils vont tous s'assommer un à un. Donc, c'est assez rigolo, mais c'est pas pratique pour la partie. D'accord. Ben, merci Frédéric de nous faire part de ces jeux. Ça fait plaisir. Nous, maintenant, on vous présente un reportage sur le jeu de Getaway, qui est maintenant disponible sur PlayStation 2. Et ensuite, Patrick Derry de Microplay va l'analyser pour nous, ainsi que d'autres jeux sur PlayStation 2. You're working on a game called The Getaway. It's for the PlayStation 2. First of all, set up the game. Okay, well, basically The Getaway is a massive mix of London crime. It's set in 46 square kilometres of recreated London. We actually send our guides out and we actually photograph every single street. It's basically the recreation of Zone 1. If you know London at all, it's split up into zones for the tube, for the underground. It's Zone 1, so it's a massive area. In fact, it would take you 5 hours to drive down every street. It's all to real scale. Every lamppost is in the right place. Every shop is in the right place. The premise of the game is that in the East End, there's a notorious crime boss. He's been around since the 1950s, called Charlie Jolson. And Charlie's not a nice piece of guy at all. He's a horrible bloke, yeah? And he's fed up with all the new gangs that are starting to come into London and take over his turf. So you've got the Triads in Chinatown, you've got the Yardies in the northwest of young London, and in Soho you've got the Soho gangs running all the sex trade and all the drugs out of Soho. And he's fed up with this, so he needs somebody or someone to get back at them and cause a war in the heart of London. So his plan is to use an ex-bank robber called Mark Hammond. Now Mark has been inside for 7 years in a failed bank attempt, and he comes out to be with his wife. He's given up crime, he's gone straight. Charlie sends the boys round and they end up killing his wife and kidnapping his son. So Mark chases them all the way back to Charlie's hideout, where basically Charlie tells him, right, I've got your kid, if you don't do what I say, 12 hours, I want 12 hours of pure mayhem, you're going to do what I say or your kid's going to get it. So the player takes the role of Mark Hammond, and his aim is to get his son back, and in the meantime has to be sent on all these different missions across London.
And so we do 50% driving around London with lots of driving missions, plus we do 50% in interiors. And we take you to lots of different places. So you'll see the more touristy places in London, you'll see Big Ben, Houses of Parliament, but you'll also see the really dodgy places. You'll see the lap dancing bars and the dodgy East End pubs and the, you know, we even do stuff in art galleries, Chinese restaurants. We have a really massive difference in our game. Let's talk about the two modes of play, all right? We've got the racing and the shooting. It seems like a nice breed of different gameplay here. Yeah. What we're trying to do is just blend the whole lot together and make sure that the character is in the game all the time. Yeah, we have over 50 different cars in the game, licensed vehicles, and you can smash them up. You can get out at any time, steal any car you want to steal, right, including police cars, London buses, taxis, whatever. Yeah, old Jags. We have the older British cars that are very famous in films like Get Carter, Kia Capris and old Jags, right up to modern day BMWs or Lexus or something that, you know, the average guy you'd see in London. And then you get on-foot stuff as well. And the thing about our game is you don't see any loading, okay? The game is continually streaming, pulling in data all the time. So when you drive to your mission, so you're on your mission, you drive across London to the Yardie crack house to go and steal the drugs, it loads the building automatically. So by the time you get there, it's already in memory. So you just get out your car, you run in, big gun battle ensues, steal the drugs, get back outside, back in the car, and off you go with the Yardies chasing you. So we're trying to make it into a sort of whole enclosed real-life situation where the player is in there all the time. Tu craches le morceau. T'es en retard. Tu me laisses tomber, ton fils crève. Est-ce que j'ai été assez clair? Patrick Derry, bonjour. Bonjour François. On va parler ensemble de Getaway. Bon, on en connaît plus maintenant sur le scénario, sur les mécaniques de jeu. C'est un jeu qui souffre tout de suite de la comparaison avec Grand Theft Auto Vice City, le numéro 1 de l'année dernière. Hein? Oui, tout à fait. C'est un petit peu injuste, même si en surface, ce sont deux jeux qui se ressemblent, c'est-à-dire, dans les deux cas, ça se passe dans le monde criminel, puis c'est très axé sur la poursuite en voiture, même s'il y a aussi des séquences d'action. Mais Tim Soho, qui a travaillé 5 ans sur le jeu, donc avant Grand Theft Auto Vice City et même Grand Theft Auto 3, avait un objectif très différent. Oui, c'était de briser la barrière entre le film et le jeu, donc d'avoir un divertissement interactif complet, mais qui ressemble le moins possible à un jeu vidéo. Et ça, ce que ça donne au niveau de la jouabilité, c'est quoi? C'est des mécaniques de jeu un peu différentes? C'est surtout au niveau de la façon dont le jeu est construit. Contrairement à Grand Theft Auto 3, par exemple, et bon, on va en parler, on va tomber dans le piège nous aussi, c'est un jeu qui est très ouvert, où les possibilités sont presque illimitées. Dans le cas de Getaway, c'est un jeu qui est beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire ça suit une trame, ça suit un scénario qui a été présenté dans notre revue qu'on vient de voir. Et c'est vraiment cette trame-là que le jeu suit. Donc, c'est beaucoup plus restreint au niveau des possibilités. Et ça a peut-être l'avantage de commencer un petit peu plus rapidement aussi, parce que à ce moment-là, on est guidé par le jeu. On n'a pas vraiment de choix au niveau des possibilités qu'on peut accomplir dans le jeu. On suit tout simplement l'histoire et on la développe. Okay. Donc, il faut donner une chance au jeu pour peut-être les 2 premières heures, parce que sinon, on peut être vite tenté de quitter le jeu. Ouais, ben au niveau des mécaniques de jeu comme telles, les contrôles sont relativement difficiles, particulièrement pour les contrôles. Les contrôles au niveau de la poursuite, ça se fait très très bien, ils sont très bons. Il y a peut-être un petit peu d'ajustement parce que chaque moteur de jeu de course est différent. Dans le cas des séquences d'action à la 3e personne, ça demande un petit peu plus d'acclimatation. Bon, il y a toujours les problèmes habituels de caméra qui sont dans ces jeux-là, mais une fois qu'on s'habitue au contrôle, et on peut s'habituer au contrôle, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant. Évidemment, comme ils ont voulu faire un jeu qui est comme un film, ils ont enlevé certains éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'autres jeux. Quels sont-ils et est-ce que c'est vraiment frustrant à ce moment-là? On a peut-être pêché un peu par excès de réalisme. Par exemple, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de radar. Ce qui fait que la façon de se localiser dans Londres et se rendre à notre prochain objectif de mission, c'est en regardant les clignotants sur la voiture qui vont nous indiquer vers où on doit se diriger. Ça a comme effet parfois qu'on va tourner en rond autour de notre objectif avant de finir par y arriver. Également, lorsqu'on y arrive, il n'y a pas d'indicateur, par exemple, d'une grosse flèche rose qui va nous dire, bon, vous voyez, c'est là. Vous descendez, vous entrez là. Ce qui fait que la première ou les premières fois qu'on va exécuter une mission, on va avoir peut-être à recommencer à quelques reprises jusqu'à temps qu'on ait trouvé, OK, bon, c'est là l'étape suivante. Donc, ça a été fait dans un objectif qu'il n'y ait pas de cassure avec le côté réaliste, mais dans un jeu, on n'a pas les yeux du personnage, donc il y a des choses, à un moment donné, on a besoin d'un petit peu d'aide.
mais je présume que lorsqu'on réussit une mission, au contraire, ben là, on est très satisfait de nous et c'est récompensant. Oui, ça devient très intéressant. Le jeu démarre peut-être un petit peu lentement, mais ça devient très prenant. On s'intéresse à l'histoire, ça donne le goût de jouer. C'est un très bon jeu. Ce qui est un frein, c'est le niveau de difficulté qui est relativement élevé. Puis s'habituer à ces espèces de conventions de réalisme qui font que ça devient peut-être un obstacle au début à tout le moins, puis qui vont nous forcer à recommencer une mission à 2 ou à 3 reprises avant d'être capable de l'avoir en main, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maintenant, on va parler d'un autre jeu qui, lui, est un jeu de course. Et il faut peut-être m'en mentionner qu'il est aussi en français, tout comme The Getaway, qui est un point important. Oui, ça c'est très important, effectivement. Merci de le mentionner. C'est pas juste les sous-titres. Toutes les voix sont en français. Fait que dans le cas d'un jeu qui se présente un peu comme un film, c'est intéressant parce qu'on peut suivre l'histoire avec aise ici. Bon, l'autre jeu qui est en français, c'est Pro Race Driver de Codemasters, ceux qui nous ont offert l'excellente série Colin McRae Rally. Donc, au départ, pour un jeu de course, ils ont des bonnes bases. Oui, mais on se pose absolument aucune question sur le moteur de conduite. C'est irréprochable. Le contrôle se prend tellement facilement. Le comportement de la voiture est excellent. La sonorité des moteurs, et ainsi de suite. Ce qui fait la distinction de Pro Race Driver, c'est que c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche d'un RPG dans un univers de course. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une histoire dans le jeu. C'est pas seulement un mode carrière, je dis bien une histoire. Parce qu'on a un pilote qui est le personnage principal, s'appelle Ryan McCain. On est introduit dans le début du jeu aux raisons pour lesquelles il a décidé de faire carrière dans la course. C'est des raisons familiales. Son père était un pilote fabuleux qui est décédé tragiquement dans un accident de voiture. Et bon, Ryan décide, tout comme son frère, de poursuivre cette carrière-là. Et ça vient tout le temps nous rechercher au long du jeu. Il y a des petites cinématiques qui vont revenir, des éléments d'histoire qui vont rajouter. Donc, c'est pas simplement faire un mode carrière en ajoutant des points. Ça colore beaucoup le jeu, ça le rend très intéressant. Puis, bien évidemment, pour le reste, au niveau de la conduite, ça reste un jeu de Codemasters. Ce qui est intéressant aussi, c'est un jeu qui se veut nord-américain. C'est-à-dire que c'est une série de courses qui se rapproche peut-être un petit peu du NASCAR, mais sauf qu'on n'est pas dans des ovales, donc c'est intéressant. Puis, c'est beaucoup de vraies voitures qu'on va reconnaître, par exemple des gueules talons et autres. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant. Et en français aussi. Et on va terminer avec un jeu qui, lui, est très divertissant, sans prétention, War of the Monsters. Oui, c'est une surprise, c'est rafraîchissant, ça, pour le genre des jeux de combat, qui finissent toujours par se ressembler. Le genre du jeu de combat en 3 dimensions n'a pas énormément évolué, même s'il y a des très bons jeux qui sont sortis comme Tekken, Soul Calibur et ainsi de suite. Dans le cas de War of the Monsters, ce qui est intéressant, c'est des espèces de gros monstres qu'on peut voir dans des films de science-fiction de série B des années 50, par exemple, avec tout le Bataclan, des robots et ainsi de suite. Puis les arènes sont extrêmement vastes. Dans certains cas, c'est carrément des villes. Puis on peut tout briser, puis on peut servir de tout aussi. Donc on peut démolir des bâtiments, on peut prendre une voiture, la saisir, la lancer à l'autre monstre. C'est un jeu les mécaniques de jeu sont bien faites, sont accessibles, les attaques spéciales sont facilement accessibles aussi. Puis en bout de ligne, c'est un bon divertissement. En solo, c'est un bon niveau de difficulté, et à 2 joueurs, c'est encore plus amusant. C'est surprenant pour un jeu de combat. Solo, c'est très bien. Mais évidemment, à jouer à 2, c'est encore plus de plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Plaisir, François. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro.info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première émission de la saison de Micro.info. J'espère qu'elle vous a plu. Nous allons nous laisser sur les images du jeu Breath of Fire Dragon Quarter, un jeu de rôle qui paraîtra sur PlayStation 2, édité par Capcom. Bonne semaine à tous.